Ensuite, à la sortie du CERN, enfin non, je suis parti à Paris. Et après une année à Paris, j'avais postulé la première année pour faire mon doctorat aux États-Unis et j'avais été boulé. Et la deuxième année, j'ai repostulé et j'ai eu le bol dans mon stage de master de rencontrer mon futur directeur de thèse qui était au MIT. Ouais, un gros coup de bol. Et donc, ensuite, quand j'ai postulé, ils étaient intéressés. Et donc, je suis rentré dans le département de sciences des matériaux et d'ingénierie au MIT. Et le MIT, c'est à Cambridge, mais pas à Cambridge que vous croyez. C'est à Cambridge, aux États-Unis, au nord de Boston. Enfin, en fait, ça touche, parce que c'est la rivière qui les sépare. Et là-bas, c'est pareil, hein, c'est école d'ingé numéro 2, en gros. Donc, moi, j'étais là, et donc, ça, c'était le groupe à l'époque, à l'épopée, à l'époque où le groupe était Mouse Costaud. Et depuis, Nico, lui, il a eu son contrat à vie là-bas, mais en fait, pour des raisons personnelles, il est revenu à l'école polytechnique de Lausanne, en Suisse. Et donc, c'était 5 années excellentes. C'était vraiment excellent là-bas. Il y a eu plein d'opportunités. Encore une fois, je crois même, du coup, le MIT a encore plus de ressources pour pouvoir voyager. Donc, c'était vraiment excellent. 5 années de travail. 5 années de travail très, 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 très différentes de ce que j'ai fait en France. C'est ce que j'essaye de... Un petit peu les choses que j'ai faites. Moi, j'ai bossé sur le transport quantique. Alors, le transport quantique, c'est... la petite image ici, c'est censé représenter... Ça, c'est une surface d'or, d'atomes d'or. Donc, une boule, c'est un atome. Et là, par exemple, il y a un atome de soufre qui est connecté à un benzène, un atome de soufre, et de l'autre côté. Donc ça, c'est 2 électrodes en sandwich entre un benzène. Et ça a un nom, c'est une jonction moléculaire. Et en fait, c'est l'avenir des microprocesseurs, en gros, dans 10 ans, je pense. En tout cas, une partie des microprocesseurs qu'il y aura plus tard. Et en gros, le transport quantique, c'est le transport électrique dans les régimes où c'est de la taille des atomes, en gros. Et à cette taille-là, il faut traiter tout le problème en mécanique quantique, parce que c'est... voilà, il n'y a pas le choix. Alors, si vous essayez de faire des équations de Newton à cette dimension-là, bonne chance, vous allez avoir du mal, et ça ne va pas être vraiment prédictif. Et donc, ça, c'est un petit peu ce que je faisais. Donc, voilà, donc ça, techniquement, c'est des orbitales PZ sur des atomes de carbone, etc. Et bref, et vous voyez, hop, il y a des matrices qui apparaissent. Ah, algèbre linéaire. Ah, ça sert à quelque chose, l'algèbre linéaire. Ouais, c'est à la base de toute la mécanique quantique. Et donc, ça, c'est un petit peu ce que j'ai fait. Si vous avez des questions précises sur ce que j'ai fait scientifiquement, je vous en prie, posez les questions. Il n'y a pas de souci, on a le temps. En gros, j'ai eu une formation de mécanique quantique, j'ai fait de la physique statistique, et ça, c'était en école d'ingé. Ensuite, en master, à l'ENS, il y avait aussi de la physique statistique et quantique. Donc, j'ai fait ça là-bas pendant une année supplémentaire. Et ensuite, une fois que je suis arrivé là-bas, j'ai commencé directement, sauf que c'était une saveur différente parce qu'en France, c'était très théorique, très analytique, à la main en gros, alors qu'aux États-Unis, tout mon travail était computationnel. Donc, c'était des grosses simulations informatiques sur des gros serveurs informatiques. Donc, c'est vachement intéressant parce que c'est complètement orthogonal. Enfin non, c'est pas orthogonal, c'est complémentaire, on va dire. C'est l'informatique, et je vais revenir dessus vachement, parce que perso, je trouve qu'on n'en fait pas assez. En tout cas, moi j'étais en PC, et c'est clair qu'en PC de l'info, on n'en faisait pas assez, quoi. Par rapport à l'importance que ça a plus tard, on n'en faisait vraiment pas, quoi. Qu'est-ce qu'on faisait? On faisait 3 plots Maple, Mathematica. Bon, c'est bien, mais bon, c'est pas ça qui va vous résoudre votre problème de transport quantique, où il va falloir connaître les intervalles d'overlap, etc. Enfin bref, ça a été très intéressant parce qu'en fait, c'était à la croisée des chemins entre l'informatique, la programmation, qui est l'aspect technique de l'informatique, les mathématiques appliquées et la physique quantique. Donc c'était super. Je me suis fendu la gueule là-dessus pendant 5 ans quand même. Ça prend du temps. Alors le doctorat, c'est différent.
Généralement, pendant toute votre scolarité jusqu'à la fin d'un master, on vous donne les questions. C'est vrai, vous arrivez à une palle, vous avez les questions, il faut répondre. Alors, il y a des fois, ça déjà, c'est vachement balèze. Mais alors, venir aller avec les questions avant de les répondre, alors ça, c'est encore plus balèze. Et c'est un peu le but du doctorat. Et c'est vachement, c'est très très différent quand même de l'enseignement que vous pouvez avoir. Alors, ça a d'autres intérêts. L'intérêt de prépa, l'intérêt en école d'ingé, c'est un intérêt de vous donner beaucoup de bases pour pouvoir en gros vous adapter après. Mais par contre, c'est vrai quand vous débarquez en doctorat, alors là, vous êtes perdu. Hein. Parce que personne ne vous dit quoi faire, tu n'as pas besoin d'aller en cours, parce qu'il n'y a pas de cours. Alors je fais quoi? Ah bah tu prends ta feuille, ton crayon, et puis tu lis la littérature, et tu essayes de trouver quel est le problème actuel qu'il faut résoudre, et puis ensuite tu le résous. Ah ouais, en fait c'est simple. Et en fait, ça met 5 ans quand même à résoudre le problème. Et donc, c'est 5 ans, mais c'est spécifique parce que les États-Unis, c'est toujours plus long. Les doctorats aux États-Unis sont plus longs qu'en France. En France, c'est 3 ans, c'est vraiment très précis. Mais il y a des raisons pour ça. En France, quand on finit son master, généralement, on a fait son stage de master dans le groupe dans lequel on va aller, en thèse de doctorat. Et on a déjà travaillé le sujet de la thèse de doctorat qu'on va faire. Donc en fait, d'une certaine manière, en France, la grande question, entre guillemets, le directeur de recherche l'a déjà trouvé pour vous, entre guillemets. Et alors, c'est très bien, en fait, pour la plupart des gens, c'est libérateur, d'une certaine manière. Pour d'autres personnes, moi, j'étais un peu comme ci, comme ça, et aux États-Unis, ce que j'ai bien aimé, c'est que j'ai pu faire ce que je voulais. En gros, mon directeur de thèse, Nicolas, il est italien, il est cool. Ouais, tu fais ce que tu veux, hein. Et puis, tu reviens dans une semaine, on en parle. Et puis c'est ce que j'ai fait pendant 5 ans, donc c'est cool. Et il n'y a personne à vous dire non, tu ne devrais pas travailler là-dessus. Donc si vous vous plantez, par contre, c'est complètement de votre faute. Donc c'est beaucoup plus de responsabilité, en fait, parce qu'il ne faut pas quand même vous gourer de trop. D'une certaine manière, il y a plus de pression, parce que il y a une espèce, enfin je ne sais pas si c'était spécifique au MIT, mais au MIT, c'était viens avec quelque chose de nouveau, il faut que ce soit nouveau, il faut que ce soit nouveau. Alors, et il faut publier des papiers, il faut publier des articles. Ça, c'est partout pareil. Hein. C'est publish or perish. C'est le nouveau. Et donc, bref, donc sur la vie de docteur, c'est sympa. Beaucoup plus de temps de sortir avec les amis en pleine semaine, le week-end. On va se faire un week-end sur New York, on va se faire un week-end sur New York, c'est bon, on reprendra lundi. C'était très sympa. Et donc, en gros, ce que j'ai retenu de ces années-là, vous allez focaliser sur un sous-domaine, hein, malheureusement pas un domaine c'est trop gros, un sous-domaine de quelque chose. Moi, j'étais par exemple dans la physique quantique computationnelle. Donc, c'est très précis, ça englobe la chimie quantique, la théorie de la fonctionnelle de densité, c'est là-dessus que je travaillais, etc. Et vous allez devenir un expert mondial, en gros, dans ce domaine. Et donc ça, c'est plutôt satisfaisant de sortir et d'être un expert mondial. Du coup, les gens viennent. Alors évidemment, ça a des revers. Les revers, c'est que les maisons d'édition qui vous arnaquent déjà pour pouvoir publier vos articles, parce que je ne sais pas si vous le savez, mais ça, vous devez payer pour publier un article scientifique. C'est un truc de ouf, hein. On doit payer pour fournir l'article. Alors déjà, on paye énormément les élèves pour pouvoir fournir la recherche. Mais ensuite, on écrit les papiers. Les articles, ça prend des mois à écrire. Ensuite, on les soumet. Les gens qui corrigent dans les maisons, c'est d'autres étudiants ou d'autres élèves en doctorat ou d'autres professionnels de la recherche qui ne sont même pas payés pour faire ça. Ça s'appelle les reviewers, hein, les pairs, les pairs. Et ensuite, quand ça a été accepté, on doit payer des sommes non négligeables, hein, ça peut aller jusqu'à des milliers de dollars, pour un article. Et ensuite, quand vous allez sur Internet et que vous voulez consulter, si vous êtes en dehors de votre université qui a pris un contrat avec la maison d'édition, vous devez payer 35 € pour accéder à votre papier. C'est un truc de ouf. Hein. En ce moment, d'ailleurs, c'est pour ça que je mentionne ça, parce qu'en ce moment, depuis 1 an, il y a un énorme mouvement qui commence à se créer. En tout cas, aux États-Unis, je l'ai vu, et ça commence à vraiment être énorme, sur les chercheurs qui font « Non, mais c'est quoi ces conneries, quoi ?» on marche sur la tête, là, ou quoi, là? Enfin bref, ça c'est
C'est ma petite période politique pendant 2 minutes. Et bref, à part les missions d'édition, qui vous arnaquent bien, sinon quand même, c'est vraiment un domaine sympa, où il y a énormément de temps pour réfléchir très très profondément à la problématique de ce que vous faites, et aller vraiment jusqu'au bout des choses comme jamais vous l'avez fait, même en prépa. Et donc, si vous êtes vraiment intéressé par la découverte scientifique, et un sujet qui vous intéresse en particulier, franchement, le doctorat, c'est la voie royale. Sur la manière dont on vient avec les questions, comme je te disais, souvent en France, on nous oriente un peu plus. Par contre, le métier de chercheur en tant que tel, c'est le même partout. Je l'ai vu en France, en Angleterre, à Londres, aux États-Unis, à Boston, à Tokyo, au Japon, partout pareil. Les gens travaillent de la même manière, ils sont aussi dépressifs les uns que les autres, et parfois complètement excités parce qu'ils ont fait une découverte. C'est partout pareil. En fait, un métier de chercheur, c'est vraiment quelque chose qui est très très universel. Ça se pratique de la même manière partout en fait. La seule différence peut-être, c'est que peut-être certains pays veulent que vous publiez encore plus que d'autres. C'est vrai qu'aux États-Unis, la compétition est rude. En France, elle est terrible. Aux États-Unis, elle est encore pire. Et donc, parfois, ça joue à j'ai publié pas assez de papier, etc. Pas assez de, pardon, je dis papier parce que c'est paper, mais c'est article. Mais sinon, non, le travail en tant que tel, c'est la même chose partout, en fait. C'est vraiment, vraiment la même chose, quoi. Et donc, d'une certaine manière, c'est génial parce que tu peux voyager et tu vas commencer à discuter avec, je ne sais pas moi, des chercheurs chinois et tu parles la même langue, quoi. C'est exactement, tu parles des mêmes problématiques, tu as les mêmes problèmes informatiques, tu as les mêmes problèmes analytiques. Donc, c'est vraiment, c'est sympa, quoi. C'est un métier globalisé, en fait. Ça a dû être un des premiers métiers globalisés, en fait, la recherche. Parce que c'est vraiment partout pareil, quoi. Et la recherche en entreprise, c'est très similaire, en fait. Sauf que c'est sur des problématiques beaucoup plus précises. Mais en gros, c'est la même chose. Alors ouais, ça, c'était quand j'étais au Japon. Alors, c'était sympa. J'ai même été au Mont Fuji. J'ai monté en 3h15. Bon, je dis ça, j'en sais rien. Je travaillais à l'université de Tokyo, en plein dans le centre de Tokyo. J'ai même eu le droit à mon petit tremblement de terre, c'était sympa. Ouais, évidemment, quand tu es français, tu n'as pas l'habitude, mais quand tu dors le matin, qu'il est 7h du mat, et t'as le lit qui bouge, tu te dis, c'est marrant en fait, tu te dis, il se passe un truc là, ou alors il y a un camion qui est rentré dans la baraque, mais ça fait 30 secondes que ça dure. En fait, ah bah non, c'était... c'est au bout d'une minute, quoi, parce que tu n'es tellement pas habitué, quoi. Et au bout d'une minute, ah ouais, attends, c'est le Japon. C'est peut-être un tremblement de terre, en fait. Et en fait, ouais, c'était un tremblement de terre, c'était marrant. Et non, il était gentil, hein. C'était pas Fukushima, hein. C'était pas... et donc, ça, c'était un des trucs que je voulais faire depuis des années et des années. Et c'est au MIT que j'ai eu l'occasion de le faire. Et tout frais payé par le MIT, c'était super. Ensuite, je vais avancer un peu plus rapidement. Mon année de postdoc, c'était excellent. Alors, j'ai fait un virage à 180 degrés. Je vous ai dit que j'ai travaillé dans la physique quantique. Et là-bas, j'ai fait des modèles de neurosciences computationnelles. Voilà. Donc, pour ceux qui ne savent pas, ça fait partie des sciences cognitives et des neurosciences. Mais c'est la partie computationnelle, donc la partie informatique des choses, la partie modélisation. Et donc, ce qu'on fait, c'est des modèles de réseaux de neurones artificiels pour faire de la reconnaissance d'objets dans les images. Et je vais revenir là-dessus. Donc ça, c'est l'équation canonique qu'on utilise. On prend l'input, on le normalise, on le corrèle, on l'active, et c'est l'output. Je vais revenir dessus. C'est ce schéma-là qui explique les choses. Et donc, pendant un an, on a bossé, et ce qu'on a fait, par exemple, c'est qu'on... Donc là, on était en train de construire notre propre... Je crois que je l'avais montré l'année dernière, je crois. On était en train de construire notre cluster de GPU. Alors, je ne sais pas si, pour ceux qui sont en info, peut-être que vous avez entendu quand même parler des GPU. Hein, c'est un peu les trucs hot ces jours-ci. Donc là, on était en bas avec Nico, en train de bosser. Donc là, ça, c'est nos racks qu'on avait achetés nous-mêmes. Et donc, pour une machine comme ça, là, qui valait 2500 $, on avait 4 GPU GeForce 480, avec, à l'époque, c'était un Core i7
8 cœurs, 24 gigas de mémoire, enfin pour ceux qui font un peu d'infos. Et ça, c'était il y a 1 an et demi. Hein. À l'époque, c'était des machines de malade mental. Hein. Et on en avait 10. Et qu'on avait monté nous-mêmes. Et du coup, on avait notre cluster à nous. Et donc, on avait une puissance de calcul. Si vous avez entendu parler Amazon, par exemple, Amazon, ouais, ok, ils vendent des trucs sur Internet, mais surtout, maintenant, vous pouvez louer des ordinateurs sur Internet de Amazon. Donc, si vous avez un site web et vous devez fournir le site web, vous pouvez acheter du temps sur Amazon et vous payez à l'heure. Et selon le type de format informatique que vous utilisez, vous pouvez vous payer plus ou moins cher selon la puissance du serveur que vous voulez utiliser. Mais en gros, maintenant, Amazon, ça fournit, je ne sais plus, 3 ou 4% des sites web marchands sur le web. C'est impressionnant. Et donc, on avait fait le calcul, et c'était des ordres de grandeur entre la puissance qu'on avait par dollar, donc la puissance qu'on développait avec nos machines par dollar qu'on dépensait, par rapport à ceux d'Amazon, c'était un facteur 100. Donc nous, d'ailleurs, on en a gardé 8 qu'on a maintenant dans la Silicon Valley avec nous. Le problème, c'est que maintenant, c'est nous qui payons l'électricité, on n'a pas assez de jus pour faire tourner les machines. Mais ça va changer, hein. Ça va changer à la rentrée. Hein. Quand on aura l'investissement, on va y aller à fond. Hein. Et donc là, on a ramené les machines et on avait des GPU parce qu'on utilise beaucoup les cartes graphiques parce que ça va, selon votre implémentation, ça va de 100 à 1000 fois plus rapidement que sur un PC. Donc forcément, on ne fait pas la même science quand on l'a fait 1000 fois plus rapidement. Et donc, je bossais, moi, dans le domaine du connectomix. Pendant 1 an, j'ai bossé. Alors, c'était intéressant parce qu'on utilisait des réseaux de neurones artificiels pour segmenter des réseaux de neurones naturels. Donc ça, c'est une coupe de 1 micron par 1 micron par 4 nanomètres, je crois, de haut. Et en fait, c'est une coupe de tissu de cerveau. En fait, ce que vous voyez là, ça, c'est l'intérieur d'un neurone. Et ça, c'en est un autre, ça, c'est un axone, enfin bref. Et donc, ça, c'est l'image que vous obtenez quand vous faites la microscopie électronique par transmission. Et ça, c'est l'image qu'on voudrait avoir. Et moi, mon but pendant 1 an, c'était de bosser sur un problème où on me donne ça, et j'essaye de faire un algorithme sur mon ordi qui permet d'obtenir ça, ce qu'on appelle la segmentation. La segmentation, segmenter les choses, c'est-à-dire séparer les choses en compartiments. Vous voyez, celui-là, il est là, hein, celui-là, il est là, en fait, celui-là, il est là. Et donc, là, pour les humains, ça ne paraît pas bien dur hein, de faire ça. Mais si vous essayez d'entraîner un ordinateur à le faire, bonne chance. Et si vous avez arrivé à ce résultat-là, vous me parlez à la sortie, et on va voir ce qu'on peut faire pour travailler ensemble. Mais en gros, pendant 1 an, j'ai bossé là-dessus et on utilisait nos modèles bio-inspirés pour pouvoir en fait faire ce genre de calcul. Et on est arrivé dans le top 5, on est content. Et donc, maintenant, je ne bosse plus là-dedans, mais pendant 1 an, c'était bien sympa. C'était relié. En plus, on parlait avec ceux qui faisaient de la physiologie, etc. Donc, les gens qui faisaient de la biologie. Voilà. Donc, maintenant, c'est là où je vis. C'est notre baraque à Palo Alto, en Californie. On vit à Palo Alto, c'est le centre de la Silicon Valley. C'est l'épicentre, c'est là où tout a commencé. Et donc, on est super content d'être là-bas avec Nico et avec Zach. On a un garage, comme dans les vrais, tu vois, les vraies histoires de start-up et tout. On a un garage, hein. Et les nœuds que je vous montrais tout à l'heure, ils sont dedans. Bon, là, pour l'instant, ils n'ont pas de jus, comme je disais, mais bientôt, on en aura. On va changer les circuits électriques. Et donc, on a un garage, on a un méga living room avec les chaises aéro et tout que Nico avait acheté. Putain, mais ça, c'est des chaises, ils valent 1500 $ pièce. Les chaises. Ouais, et comme Nico les avait achetées parce qu'il avait eu de l'argent de la part de Nvidia, une grosse compagnie qui fait des cartes graphiques, et il avait 50 000 $, mais par contre, tu ne pouvais pas les mettre en banque. Il fallait absolument les dépenser pour du matos de recherche. Alors, on les a dépensés comme des porcs. On a tout dépensé. Hein. Alors là, 50 000 $ partis, quoi. Et on a acheté des chaises, voilà. Alors les chaises là, c'est énorme, tu vois, c'est comme ça, c'est réglable comme ça, tu vois, ça te donne presque pas envie de bosser en fait. c'est peut-être une erreur en fait. Et donc maintenant, on voit pas, là j'ai pas de photo, mais maintenant on a une super tour de contrôle avec nos écrans 30 pouces qui prennent toute la longueur jusqu'au chauffage qui est juste à côté, c'est pas très pratique. Heureusement en Californie il fait beau, donc on n'utilise pas souvent le chauffage.
Et voilà, donc maintenant on est là, on entreaperçoit la chambre à Nico, moi c'est la chambre qui est à côté. Bref, on est à 5 mètres du boulot, quoi. Et donc maintenant on bosse là-bas. On bosse, voilà, ça c'est nos voisins. Google, l'université de Stanford, qui est un campus de malade mental. Alors eux, ils ont de la thune. Hein. Déjà, le MIT, ils ont plein de thunes. À mon avis, d'ailleurs, le MIT a plus de thunes que Stanford. Mais Stanford, ils investissent dans des super locaux, quoi. Ils ont des locaux, ça c'est l'école de médecine de Stanford. Vous voyez, donc avec les petits bancs dans le petit parc. Parce que bon, c'est dur, hein. Et ça, c'est la tour de Stanford, le clocher. Enfin bref, ça c'est une partie du campus, c'est un campus. C'est un style un peu romantique, etc. Enfin bref, ils sont pétés de thunes. Et ça, c'est San Francisco, qui est en fait, bizarrement, on croirait que c'est juste à côté, mais Palo Alto, en fait, c'est à 1 heure de train, enfin c'est à 40 minutes de train du centre de San Francisco. Mais Palo Alto, c'est plus calme, c'est là où sont tous les capital risques, c'est là où sont tous les investisseurs, donc c'est plus intéressant. Google est pas loin, mais c'est plus au sud, c'est Mountain View. Enfin, il y a Google, mais quoique Facebook est à Palo Alto aussi, même si on n'a pas été encore mangé gratuitement chez eux. On a des potes pourtant à Facebook, mais on a été mangé gratuitement à Google plein de fois, parce qu'ils ont une cafétéria, c'est un truc... Google, c'est Disneyland pour les geeks. C'est... Oh putain! Ouais, il y a des ordi partout, on peut manger gratuitement, à n'importe quelle heure. C'est Disneyland, quoi. Et Facebook, je sais pas, moi je suis moins attiré par Facebook, même si c'est Disneyland aussi. Hein. On mange gratuitement, on a des massages, bref. Vous qui vous doutiez, peut-être vous doutiez maintenant de devenir ingénieur, peut-être que vous douterez moins quand vous verrez les conditions de travail là-bas. Hein. Si vous n'arrivez pas à trouver de boulot en France, vous allez là-bas. Hein. Ils recrutent à tour de bras et vous commencez à des salaires de malade mental et vous avez la cafétéria gratuite. Vous pouvez réellement, hein, à Google, tu peux réellement prendre le téléphone et ordonner un massage à ton bureau. Hein. La meuf, elle vient avec l'espèce de chaise là. Tu te mets dessus, un petit quart d'heure. Truc de malade. On est cons en fait, nous on a décidé de faire une start-up, on est très cons parce que nous on n'a pas de thunes, on n'a pas d'investisseurs, on a dit non à des investisseurs pour l'instant, mais on n'a pas de thunes, on est à 4 dans notre... Mais bon, c'est pas grave, c'est pour la gloire. Et donc ça c'est nos voisins, là c'est des démos qu'on fait, ça c'est des démos vidéo, donc ça c'est un petit peu la tech qu'on fait. Ça c'est Zachary et ça c'est Nico. Donc Nico que j'avais rencontré à... Où est-ce que je l'avais rencontré ? Pour ceux qui suivent ? Au CERN, bien joué. Putain, en fait, ils écoutent. Hein. Et donc Nico, je l'avais rencontré au CERN, et c'est un tueur en info. Je peux vous assurer, il est plus fort que vous. Je peux vous assurer qu'il est plus fort que vous. Il est plus fort que n'importe qui que je connais. Peut-être pas plus fort que Jeff Dean, qui est quand même... alors, ceux qui ne connaissent pas, Jeff Dean, c'est l'ingénieur de Google. C'est le mec qui a... Alors, pour ceux qui font de l'info, justement, les BTS, si vous avez vu ce que c'était que MapReduce, Bigtable, Spanner, tous les trucs de malade mental de Google qui font marcher l'infrastructure de Google, c'est lui qui les a codés. C'est Jeff Dean, le meilleur programmeur du monde. C'est vrai, en plus, il a été élu meilleur programmeur du monde. Et ça, c'était à Google, parce que, en fait, pour la petite histoire, on essaye de le recruter. On lui a dit 2 fois, bon Jeff, Google, c'est fini. C'est fini, Google. C'est fini, il n'y a plus rien à Google. Il faut que tu viennes avec nous. Donc nous, on fait de la reconnaissance. Donc là, une des applications qu'on fait, mais ça, c'est juste une démo. On ne le fait pas dans un produit. Mais les démos, donc vous voyez, en fait, on reconnaît les gens et on reconnaît, si vous regardez les noms en dessous, c'est marqué Zach Stone, Nicolas Pinto, Nicolas Poilvert. Ça, c'est Peter Norvig, le directeur de la recherche à Google. Et lui, pareil, c'est le gars qui a écrit le bouquin Intelligence artificielle. C'est Et c'est cool. Et pourquoi on connaît ces gars-là ? Parce qu'on vit à Palo Alto. Ils promènent leur chien le matin. Ça va, Jeff ? Tu vas bien ? C'est un truc de fou là-bas. C'est comme Saint-Tropez, mais c'est pas des stars de cinéma. C'est les meilleurs ingénieurs du monde et les meilleurs chercheurs du monde. Et donc on fait des démos comme ça où on essaye de leur... C'est un peu pour faire de la pub. Alors les gars, vous voyez, on a la tech.
faut venir chez nous. Jeff, faut venir chez nous.